Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on vous présente la présentation Décoder les émotions des enfants, un défi pour les mères qui ont un passé de maltraitance dans le cadre du congrès interdisciplinaire familial. Donc, on est toutes les deux étudiantes à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Gatineau, et aussi assistantes de recherche au laboratoire Ricochet, qui est dirigé par Annie Bérubé, qui est notre directrice de recherche. Donc, pour ma part, moi, c'est Maëlie Boudreau et je suis étudiante à la maîtrise en psychoéducation et je présente aujourd'hui avec Noémie Dicker, qui est étudiante au doctorat en psychologie. Donc, ce soir, on vous présente une étude qui a été réalisée par Jessica Turgeon. En fait, elle faisait partie de l'équipe de Ricochet, puis elle a gradué l'an passé de la maîtrise en psychoéducation. Donc, pour commencer, on va faire une brève mise en contexte pour vous expliquer un peu certains concepts et mettre la table, comme on dit, pour la suite des choses. Ensuite, on va vous présenter le but de l'étude et les résultats qu'on a obtenus avant de passer aux retombées pratiques et aux interventions qui seraient à privilégier. On va terminer la présentation ensuite par une petite mise en situation pour appliquer finalement un peu les recommandations qu'on va avoir émises. La présentation, finalement, aujourd'hui est filmée, mais on va être disponible à la fin de la présentation pour une période de questions. Donc, pour commencer, pourquoi on s'est intéressé, nous autres, aux émotions dans le cadre de notre étude? En fait, c'est que dans la relation et dans l'interaction parent-enfant, la compréhension des émotions et la sensibilité du parent sont vraiment très déterminants. Pour commencer, donc, je vous présente les 6 émotions sur lesquelles on s'est penché. Donc, la colère, le dégoût, la surprise, la peur, la tristesse et la joie. Donc, on a illustré ça par des petits emojis que vous reconnaissez certainement. Donc, selon plusieurs auteurs, ces 6 émotions-là seraient celles qu'on dit de base ou primaires, parce que c'est celles qui apparaissent le plus tôt dans la vie, donc dans les premiers mois de la vie, avant de se complexifier un peu plus par la suite. Donc, les émotions, finalement, c'est le résultat d'un processus qui se passe vraiment très rapidement à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous permet de qualifier si une situation est agréable ou désagréable. Donc, c'est vraiment une réaction qui est spontanée face à une situation. Et habituellement, c'est assez intense, mais aussi assez bref, parce que ça mobilise beaucoup d'énergie. Donc, quand la durée est plus longue, on parle plutôt de sentiments, mais on s'entend que les deux sont vraiment très liés l'un à l'autre, parce qu'une émotion peut se transformer en sentiment, mais qu'un sentiment peut aussi se transformer en émotion. Donc, par exemple, l'émotion de la joie pourrait se transposer en sentiment de bonheur à la longue. Mais si on prend un exemple qui est un peu plus concret, disons que vous êtes à l'extérieur avec votre enfant et qu'il y a un chien qui jappe après lui. C'est possible que ça va déclencher de la peur chez lui et c'est ça qu'on va appeler l'émotion. C'est vraiment la réaction spontanée face à la situation. Donc, par contre, par la suite, cette peur-là pourrait se transformer en sentiment d'insécurité quand il voit un chien. Donc, une émotion, ça se déclenche quand une situation se produit et ça sollicite vraiment différents systèmes pour pouvoir s'adapter. On sait qu'il y a une composante qui est subjective dans l'évaluation des situations. Donc, une même situation pour quelqu'un peut produire une émotion différente chez chacun d'entre nous. Si on reprend l'exemple de la peur du chien, par exemple, vous avez deux enfants, mais il est possible qu'il y en ait un qui ait peur, mais que l'autre soit très heureux, très content de voir le chien. Donc, cette évaluation de la situation-là va dépendre des expériences vécues et des pensées qui vont être générées. Donc, un des enfants pourrait avoir peur que le chien le morde ou lui court après, alors que l'autre pourrait se dire Hey, c'est comme le chien dans la patte patrouille. Puis il y a aussi une composante qui est physiologique, hein, parce que le corps va aussi mobiliser son énergie de façon différente pour se préparer à une réaction et à un comportement, comme se mettre à courir pour fuir le danger, dans le cas de la peur, ou à l'inverse, approcher le chien pour pouvoir le flatter. Donc tout ça, ça illustre finalement à quel point les émotions sont complexes puis qui traversent un long processus, même si dans les faits, à l'intérieur de nous, tout ça, là, ça se passe en une fraction de seconde. On voit parfois les émotions désagréables comme quelque chose à éviter le plus possible. Mais finalement, ça agit comme des détecteurs internes qui nous disent Hey, allô, là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, ils ont aussi une fonction sociale parce qu'elles permettent d'exprimer et de communiquer aux autres comment on se sent à l'intérieur. Donc, ça influence aussi nos interactions dans nos relations avec les autres. Par exemple, s'il y a un enfant qui pleure, ben, on va avoir tendance habituellement à aller vers lui pour soit lui offrir notre aide ou notre réconfort. Puis si au contraire, ben, il est très heureux, très joyeux, ben, on va peut-être avoir tendance à davantage l'approcher. Pour la colère, par exemple,
Peut-être que ça va nous pousser à nous éloigner ou à nous reculer, à se retirer du moins. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que même si on vit des émotions, certaines agréables et d'autres qui sont désagréables, toutes les émotions servent à exprimer un besoin, puis à agir en conséquence. Ça peut être d'intensités différentes et c'est possible que, par exemple, ma peur soit différente, d'une situation à l'autre. Donc, si je suis dans la forêt et je croise un ours, ou bien que quelqu'un me fait sursauter, ben ma peur risque d'être à une intensité différente et heureusement. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de contrôle sur le moment où les émotions vont survenir malheureusement. Donc, on ne se dit pas: «OK là, samedi, 16 heures là, je vais me mettre en colère». Hein, ça dépend vraiment des situations qui se passent, puis qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous à ce moment précis-là. Sur la flèche sur le continuum, vous pouvez voir, le processus situation, donc ici, par exemple, le chien, l'émotion qui est déclenchée et la fonction, donc le comportement qui est émis. Donc, cette flèche-là fait le lien avec le processus que j'illustre un peu plus en détail ici. Donc, une situation qui va générer une émotion va nécessairement toucher un besoin, que ce soit au niveau de la sécurité, comme dans l'exemple de notre enfant qui se fait japper après par le chien. Ça peut être de la fatigue de l'enfant, un enfant qui a faim, qui a mal ou qui a besoin de bouger. Donc, plus les enfants y grandissent et plus les besoins se diversifient et deviennent plus compliqués aussi. Donc, les besoins vont devenir, au niveau de la valorisation, par exemple, de l'estime et de l'accomplissement. Donc, besoin est exprimé par l'émotion. Mais quand l'enfant, il se met à parler, acquiert le langage, petit à petit, il va être capable de l'exprimer en mots. Et chez les enfants, les besoins passent beaucoup par les émotions, parce qu'ils n'ont pas toujours les mots pour, identifier ce qui se passe à l'intérieur d'eux. De là l'importance que le parent, lui, soit capable d'observer et de reconnaître l'émotion qui est exprimée par son enfant. Donc, selon les traits du visage, on va recueillir les indices qui sont nécessaires. Ça peut être les sourcils qui sont froncés ou les traits de la bouche qui sont différents pour l'associer avec la bonne émotion qui va amener le parent finalement à émettre une réponse. Donc, il va se mettre en action, par exemple en donnant une collation si il perçoit que l'enfant a faim. Par contre, reconnaître l'émotion, ça ne veut pas dire qu'on sait nécessairement quoi faire face à celle-ci. Et c'est le cas de certains parents qui, devant l'émotion, ne savent pas quelle réponse ou quelle action poser. Si on prend un exemple, un parent peut être décontenancé par la colère de son enfant, puis pas savoir quoi faire avec ça, ou par les pleurs de son enfant, puis pas savoir comment l'interpréter, puis comment y répondre non plus. Donc, il faut dire que tout le monde, on a une capacité différente à reconnaître les émotions et on verra plus loin dans la présentation comment ces habiletés-là vont être affectées chez les mères qui ont vécu de la maltraitance durant leur enfance. Donc, justement, maintenant qu'on a parlé des émotions, on va passer à la maltraitance. Donc, très brièvement, là, comment on définit la maltraitance? C'est des actes qui sont commis ou qui sont omis par la figure de soins. On parle souvent du parent, qui peuvent nuire à l'intégrité physique ou psychologique et au développement de l'enfant. Donc, la maltraitance, ça peut se diviser en deux grandes catégories, donc soit les abus et la négligence. Donc, au niveau de l'abus, le premier, c'est l'abus physique, pardon, qui réfère à des attaques physiques, des sévices corporels ou à des méthodes éducatives qui sont déraisonnables et qui impliquent un danger pour l'enfant. Pour l'abus émotionnel, ben, c'est davantage les comportements négatifs comme le rejet, l'humiliation, la dépréciation, les menaces ou les attaques verbales qui peuvent affecter le bien-être et la dignité de l'enfant. Pour l'abus sexuel, ben, ça le dit un peu, hein, ça fait référence aux gestes qui sont à caractère sexuel, mais ça peut être avec ou sans contact physique. Donc, si on peut remarquer que les abus, c'est des actions davantage qui sont commises, alors que quand on parle de négligence, on va voir que c'est plutôt une non-réponse aux besoins de l'enfant. Donc, c'est de l'omission. Puis ces omissions-là, c'est eux qui représentent un risque qui est significatif pour la santé ou le bien-être de l'enfant. Donc, on a deux types. La négligence physique en premier, qui est l'omission des besoins en termes de santé, d'alimentation, d'habillement, d'hygiène ou de logement. Et la négligence émotionnelle par la suite, qui est plutôt l'insatisfaction des besoins psychologiques et affectifs de l'enfant, comme l'amour, la valorisation et le sentiment d'appartenance. Donc, sachant tout ça sur les émotions et la maltraitance, je passe la parole à Noémie qui va vous parler un peu plus de l'étude. Oui, donc maintenant là, que Maëlie vous a présenté quelques concepts généraux,
Je vais maintenant vous parler un peu plus spécifiquement de l'étude qui est en lien avec tous ces concepts. Donc, encore une fois, c'est très important de noter que Maëlie et moi, on fait partie d'une équipe de recherche au laboratoire Ricochet, mais que ce n'est pas nous qui avons fait l'étude comme telle. Donc, c'est vraiment Jessica Turgeon, Annie Bérubé, Caroline Blais, Annie Lemieux et Amélie Fournier qui ont travaillé sur cette étude-là et qui ont, en fin de ligne, publié un article dans la revue scientifique PLOS ONE. Cet article-là se nomme Recognition of Children's Emotional Facial Expressions Among Mothers Reporting a History of Childhood Maltreatment. Donc, ce sont 3 grandes questions qui ont guidé les chercheurs dans leur étude. Premièrement, elles ont cherché à savoir si les mamans qui ont vécu de la maltraitance durant leur enfance sont différentes des mamans qui n'ont pas vécu de maltraitance durant leur jeunesse dans le décodage et la reconnaissance des émotions. Donc, si on regarde les habiletés de ces mamans-là à décoder puis reconnaître les émotions sur des visages d'enfants, est-ce que le fait d'avoir vécu de la maltraitance fait une différence dans les capacités? Deuxièmement, comme Maëlie vous a présenté tout à l'heure, il y a plusieurs différentes formes d'abus et de négligence. Donc, on a voulu savoir, est-ce que le décodage et la reconnaissance des émotions est différent selon le type de maltraitance qui a été vécu. Donc, par exemple, si j'ai été victime d'un abus physique durant ma jeunesse, est-ce que je reconnais les émotions de façon différente d'une personne qui a été victime de négligence émotionnelle? Puis enfin, les chercheurs ont voulu savoir de quelle façon, généralement, là, que toutes ces conséquences-là vont avoir sur la reconnaissance des émotions. Donc, toutes les différences, c'est quoi les conséquences exactement? Donc, bien entendu, pour faire une étude, ça prend des participants. Donc, les chercheurs ont demandé à des volontaires dans la région de l'Outaouais, et ce sont 63 mamans qui ont répondu à l'appel. Donc, les mamans devaient absolument avoir un enfant âgé entre 2 et 5 ans, bien que dans ce contexte-ci, l'enfant n'était pas étudié, mais c'était tout de même là pour avoir quelque chose de représentatif. Donc, quand les mamans sont venues nous visiter en laboratoire ou que les chercheurs ont été les rencontrer dans des organismes, il y avait 2 activités à faire pour cette étude. Donc, en premier lieu, les mères devaient accomplir une tâche qui nous permettait de mesurer leur capacité à reconnaître et décoder les émotions. Donc, les mères s'installaient devant un ordinateur. Sur l'ordinateur apparaissaient des visages d'enfants qui montraient une émotion. Le truc, c'est que sur un même visage d'enfant, il y avait 2 différentes émotions qui étaient jumelées à un différent pourcentage. Ça va se clarifier dans la prochaine diapo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère devait identifier l'émotion dominante qu'elle voyait dans ce visage-là. Donc, pour que ça soit un petit peu plus clair, je vous invite à prendre quelques secondes pour essayer l'exercice. Donc, regardez quelques secondes chacun des visages ici, puis essayez d'identifier parmi les 6 choix d'émotions ici, lequel est dominant dans chacun des visages. OK, allez-y. Super. Donc, on voit ici dans le visage de la petite fille qu'en fait, c'était un mélange de dégoût à 65 et de colère à 35 %. Donc, la bonne réponse ici, c'était dégoût, qui est l'émotion qui est dominante. Donc, si on regarde un petit peu le continuum, vraiment à la gauche, c'est plus le dégoût qui est dominant, donc à 80 %. Puis, tranquillement, on s'en va vers une dominance de la colère à 80 % ici aussi. Si on regarde le petit gars, c'était 50-50. Donc, ici, la surprise et la peur étaient les bonnes réponses. Encore une fois, on peut regarder ici qu'on se retrouve beaucoup plus dans la surprise, que tranquillement, c'est la peur qui prend la place dominante dans son visage. Donc ça, c'est vraiment des exemples de visages qui étaient présentés directement aux mamans sur l'écran d'ordinateur. Donc, un à la fois, on voyait les différents pourcentages, puis il fallait identifier laquelle était dominante.
La deuxième activité, très courte, un simple questionnaire de 28 questions qui servait à indiquer si la mère avait été victime de maltraitance durant son enfance, puis si oui, de quel type. Donc, une réponse de 1 indiquait que c'était jamais vrai, une réponse de 5 que c'était très souvent vrai. On a quelques exemples de questions comme j'ai dû porter des vêtements sales, je me sentais aimée, j'ai eu le sentiment que mes parents n'avaient pas désiré ma naissance. Donc, l'étude qu'on vous présente a démontré que les mères qui ont vécu de la maltraitance durant leur enfance se distinguaient de la population générale en termes de reconnaissance des émotions chez leurs enfants. Donc, cette histoire de maltraitance, elle influencerait la capacité des mères à bien discriminer les émotions qui sont exprimées par les visages d'enfants. Les résultats nous indiquent qu'il existe aussi des profils qui sont différents parmi ces mères-là. Et les analyses, finalement, ont aussi révélé que la sévérité et le type de maltraitance, ben, c'était deux éléments qui étaient très importants à considérer dans la réaction des émotions, dans la réaction aux émotions des enfants, pardon. Donc, pour les résultats, à votre gauche, vous avez les 3 types d'abus, donc physique, émotionnel et sexuel, et à votre droite, les 2 types de négligence, donc émotionnelle et physique. Et au centre, vous retrouvez nos fameux emojis qui représentent les émotions. Donc, tout ce tableau-là avec les flèches, ça veut dire que l'abus physique diminue la capacité des mères à reconnaître 2 émotions, donc la peur et la tristesse. Pour les mères qui ont vécu de l'abus émotionnel ou de l'abus sexuel, on voit que leur capacité à reconnaître la colère est diminuée aussi. Donc, pour la négligence, au plan émotionnel, on voit qu'elle augmente la capacité à reconnaître la colère. Puis ça, c'est possiblement en raison de leur hypervigilance face à ces signaux, parce que ça leur permettrait de se protéger. Au plan de la négligence physique, ça diminuerait la capacité à reconnaître la joie, et plus la négligence serait sévère, et plus cette reconnaissance-là serait difficile. Nos analyses ont aussi révélé une confusion des mères par rapport aux émotions désagréables exprimées par leur enfant selon le type d'abus qu'elles ont vécu. Donc, il y aurait les deux auraient une plus grande sensibilité pour les expressions faciales qui sont désagréables, comme la peur et la colère. Donc, on remarque ici que quand un visage illustre la peur d'un enfant, les mères qui ont vécu de l'abus physique sont plus portées à la confondre avec le dégoût et avec la joie. Au niveau de la colère, les mères qui ont un historique d'abus émotionnel durant leur enfance démontrent une confusion dans la reconnaissance de la colère, en effet, mais nos analyses n'ont pas décelé de conclusions précises parce que cette colère a été mélangée finalement avec toutes les autres émotions de base de façon assez globale. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un défi chez les mères qui ont vécu de la maltraitance durant leur enfance à bien reconnaître les émotions de leurs enfants, et c'est ça qui peut venir finalement affecter la réponse des mères. Peut-être qu'à ce stade-ci, vous vous dites, ben c'est bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Nous allons maintenant vous présenter quelques recommandations qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Alors, voici ce qu'on vise dans un monde idéal devant les émotions de l'enfant. Donc, en premier, c'est important d'être capable de remarquer que l'enfant est en train de vivre une émotion. Il faut être en mesure de percevoir qu'il se passe quelque chose chez lui. Ensuite, on veut venir valider l'émotion que l'enfant est en train de vivre pour pouvoir l'accompagner. Donc, il faut être en mesure de l'identifier en premier, puis de lui dire une courte phrase ou encore poser un geste qui nomme ou qui démontre l'émotion qui est exprimée par l'enfant. À la suite de notre intervention, il faut vérifier si on avait raison. Donc, si par la rétroaction de l'enfant, on comprend que, oups, on n'a pas nommé tout à fait la bonne émotion, il n'y a pas de problème. On se reprend. On réessaye puis on se corrige. Enfin, c'est très important de garder un esprit de non-jugement envers l'enfant. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment de souligner puis valider l'émotion qu'il est en train de vivre. Parce que l'émotion, elle est normale, puis on ne veut pas la cacher, on veut l'exprimer, c'est correct. Donc, on ne veut pas l'influencer ou la changer, c'est vraiment juste de la valider. Donc, en repensant aux résultats de l'étude, on sait que la justesse, ça peut être un défi pour les mamans qui ont été victimes de maltraitance durant leur enfance.
Donc, on a quelques suggestions pour les aider. Une première suggestion, c'est de prendre un petit moment pour prendre conscience. Donc, prendre un moment pour réfléchir à notre situation. Donc, c'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses dans un contexte où il y a vraiment beaucoup d'émotions? C'est quoi mes expériences personnelles qui viennent peut-être influencer ma façon d'aborder mon enfant quand il est émotif? Est-ce que moi, j'ai vécu des choses qui affectent peut-être ma perception? Puis, quelles sont mes réactions habituelles face à ces émotions? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais continuer de faire parce que c'est bon? Puis, est-ce qu'il y a des choses que je remarque que peut-être que je devrais y travailler un petit peu? En prenant un moment pour réfléchir à tout ça, ça peut déjà nous aider à réaliser certains éléments qui vont pouvoir nous aider à mieux intervenir la prochaine fois que notre enfant va être émotif. Un autre élément qui peut être très utile à considérer, c'est les émotions dominantes chez l'enfant. Donc, vous êtes vraiment l'experte de votre enfant, vous l'avez vu dans plusieurs situations émotionnelles. Il y a certains enfants qui vont avoir tendance à passer plus souvent par certaines émotions pour exprimer ce qu'ils ressentent. Par exemple, il y a certains enfants qui vont montrer de la colère, peu importe qu'ils soient frustrés, tristes, surpris, il y a toujours un peu de colère qui va ressortir. Il y en a d'autres qui vont plus avoir tendance à pleurer, peu importe le contexte. Donc, ça peut être vraiment utile de savoir si votre enfant a une émotion qui domine pour vous aider la prochaine fois qu'il présente une émotion à avoir déjà une petite idée de départ là, de comment ça risque de se passer, qu'est-ce qui sont ces premiers signes qui peuvent être accompagnés d'autres choses. Autre point qui peut parfois être important, c'est le fait que nos propres émotions peuvent parfois bloquer une bonne perception des émotions de l'enfant. Donc, si l'émotion de l'enfant vient réveiller en nous quelque chose qui est particulier, peut-être quelque chose qui est plus difficile, comme de la frustration, c'est bien possible que ça soit vraiment plus difficile de voir qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre parce que nous-mêmes, on est en train de vivre des choses qui sont désagréables. Donc, si vous sentez que vos émotions vous aveuglent, c'est très utile de prendre un pas de recul durant la situation même. Donc, c'est très acceptable d'aller dans la pièce d'à côté pour prendre quelques secondes pour décompresser avant d'aller voir l'enfant. On peut aussi juste s'arrêter, fermer les yeux, prendre un grand respire avant d'aller voir ce qui se passe. Donc, comme Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, le dit, alors oui, on a le droit de dire à l'enfant, je vais sortir, je suis en colère, je reviens. Donc, bien entendu, l'aspect de revenir, c'est très important parce qu'on veut quand même aller accompagner l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre, puis on veut quand même valider ses émotions. Voici quelques autres suggestions pour vous aider à mieux identifier l'émotion que votre enfant est en train de vivre. Donc, premièrement, si on n'arrive pas directement juste là à voir ce qui se passe, on peut chercher pour des indices. Donc, qu'est-ce que mon enfant a prononcé comme mot, puis qu'est-ce que ces mots-là veulent dire? Est-ce qu'il y a peut-être des gestes que l'enfant a fait ou des indices que je peux tirer dans son langage corporel? Est-ce que son comportement peut nous donner certaines informations additionnelles? Donc, c'est d'aller voir tout ce qui se passe autour de lui pour essayer de mieux informer ce qui se passe en lui. Deuxièmement, il faut garder en tête que derrière toute émotion, il y a un besoin. Donc, on peut se questionner à savoir, bon, OK, mon enfant est assis, il pleure, il lance ses souliers. Mais c'est quoi son besoin en arrière de ça? Qu'est-ce qui le motive ou qui fait en sorte qu'il soit dans cet état-là présentement? Troisièmement, ça peut être très aidant de prendre le temps de s'étudier soi-même. Donc, dans une situation où l'enfant est émotif, reconnaître nos propres émotions, ça peut nous aider à faire des bons choix pour l'intervention, comme on vient d'en parler juste avant. Mais même ailleurs que dans le contexte où l'enfant est émotif, le fait de se pratiquer à reconnaître nos propres émotions, ça peut nous entraîner à mieux interpréter ceux des autres aussi. Donc, par exemple, en fin de soirée, je suis fatiguée, je me sens un peu tout croche. On peut prendre le temps de regarder puis de se dire, OK, c'est de la tristesse en ce moment que je vis ou c'est de la frustration que je vis. En nommant nos propres émotions, ça peut nous aider ensuite à
être meilleurs à reconnaître ceux de l'enfant. Puis, on peut même les nommer tout haut quand on les remarque si l'enfant est présent. En même temps, on lui montre qu'on est un modèle, puis on l'aide à lui aussi se développer sur le plan des émotions. Finalement, dans une situation où l'enfant est émotif, il faut être à l'écoute. Même si on ne reconnaît pas tout de suite c'est quoi qui est en train de se passer, il faut rester ouvert. Donc, même si dans votre cœur de maman, ce n'est pas le fun de voir votre enfant qui est en train de pleurer ou qui vit des émotions difficiles, puis qu'on a tendance à juste vouloir lui dire « OK, c'est correct, arrête de pleurer » pour que ça arrête, en fait, il faut éviter de se dépêcher à les faire disparaître. Il faut prendre le temps d'analyser ce qui se passe et essayer de les identifier. Même si on se trompe, ce n'est pas grave. On se reprend puis on continue d'être présent pour l'enfant. Donc, pour concrétiser un petit peu ce qu'on vient de vous présenter, on a préparé une mise en contexte. Donc, ici, on a Léo, qui est âgé de 7 ans. Il est installé à la table de cuisine, puis il fait du dessin. Tout d'un coup, il crie « Ah non! » frappe sur la table, puis il éclate en sanglots. Maman elle regarde Léo, puis elle n'est vraiment pas certaine de savoir ce qui se passe. Son dessin est-il raté? Va-t-il lancer tous ses crayons? Il a peut-être eu une mauvaise journée. Est-ce que j'ai vraiment le goût en ce moment d'aller lui parler puis de gérer ça? Donc, sachant qu'elle est déjà un peu fatiguée à la fin de la journée, puis que dans ce temps-là, elle a tendance à être un petit peu moins patiente, donc maman elle prend quelques secondes pour respirer puis à penser à ce qu'elle observe chez son enfant. Bon, il y a quelque chose qui s'est produit pendant qu'il dessinait, puis maintenant, il démontre des signes de tristesse et de colère. Elle approche Léo alors en lui disant qu'il semble fâché. Celui-ci fait signe que non. La maman lui demande alors « Est-ce que tu es plutôt triste? » Et il fait signe que oui, se lance dans ses bras pour obtenir du réconfort. Donc, ce qui se passait vraiment, c'était que la mine de son crayon préféré venait tout juste de briser. Donc, ça, c'est juste un exemple de scénario. Il faut garder en tête qu'il n'existe pas juste un bon moyen d'intervenir, puis que des interventions parfaites, puis des mamans parfaites, ça n'existe pas. Donc, il est très important d'être indulgente envers soi-même, puis de faire de son mieux, et c'est tout. Donc, pour terminer, on vous présente quelques ressources si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Donc, il existe des services à votre disposition. Donc, il y a des services sociaux qui sont disponibles, des services aussi qui sont psychologiques, dont par exemple au Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien. Donc, en fait, ceux qui sont les hôtes du Congrès. Et il y a aussi des lignes d'aide qui sont disponibles, la ligne parents, par exemple, et des programmes et des services en Ontario. Donc, vous pouvez consulter la page le 211 Ontario pour un peu savoir où vous dirigez. Et il faut toujours savoir que votre médecin de famille aussi peut être une ressource très intéressante. Des fois, on l'oublie un peu, mais ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation sur le décodage des émotions des enfants chez les mères qui ont un passé de maltraitance. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on vous invite à consulter nos recherches en cours et les résultats de nos projets sur le site de Ricochet pour plus d'informations si jamais ça vous intéresse. On vous a également laissé nos coordonnées, donc à Noémie et les miennes, donc par courriel. Vous pouvez toujours nous écrire un petit courriel si vous avez des questions. Et on a aussi ajouté l'adresse courriel de Annie Bérubé, qui est la chercheure principale finalement. Donc, on sera maintenant prête pour la période des questions. Vous pouvez, si jamais, le faire par clavardage ou directement poser votre question à voix haute. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.